Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. À la une des actualités de ce jour, 11 tortues araignées ont été interceptées par les gardes forestiers à Yavlou la nuit dernière. D'après les informations, ces tortues proviennent de Touliar. Néanmoins, leur destination finale reste encore inconnue. Le conducteur du véhicule a profité de l'agitation pour disparaître, tandis que la personne qui a transporté les tortues a été mise en détention et soumise à une enquête. C'est Charanji Anassi. Ces tortues araignées qui ont été interceptées à Yavlou hier font partie des 5 espèces endémiques de Madagascar. Elles sont au nombre de 11, mais l'une d'entre elles est morte durant le trajet. Des renseignements de personnes de bonne volonté ont permis de savoir que les tortues en provenance de Touliar se dirigeaient à Antananarivo. Mais lorsque le véhicule a été arrêté par les gardes forestiers à Yavlou afin de procéder à une fouille, le conducteur a refusé et a continué son chemin jusqu'au Fassan Karan où les gardes forestiers ont continué à les suivre. En ce qui concerne les tortues, elles feront l'objet d'examens avant leur prise en charge, a expliqué un technicien. Elles seront par la suite remises dans leur milieu naturel. Le conducteur, quant à lui, est toujours recherché. Dans l'affaire de Bois de Rose à Mboumalas, hier, l'individu impliqué et le conducteur du véhicule qui a transporté les bois de rose ont été emprisonnés après déferment. Ces personnes ont été interceptées par les gendarmes de la compagnie d'Imirne Centrale à Mboumalas le 28 octobre dernier. Le bois de rose d'une tonne et demie volé à Fénérivest et le véhicule Sprinter avec lequel ils les ont transportés sont actuellement sous séquestre. De nombreuses personnes victimes du diabète à Madagascar ne peuvent pas suivre correctement leur traitement. L'accès aux soins est pourtant un des objectifs et défis de la communauté mondiale du diabète, plus particulièrement à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui aura lieu très prochainement. Aussi, l'association malagasy contre le diabète, ou Amadia, interpelle le gouvernement et les proches des patients afin que les diabétiques bénéficient des traitements appropriés. Anna Martina Nzaranjianso. Il y a plus de 460 millions de diabétiques dans le monde. Et d'après les statistiques, le nombre de décès dus au diabète a atteint 6,7 millions cette année. À Madagascar, 4% de la population sont atteints du diabète. Mais une grande majorité d'entre eux n'ont pas les moyens pour suivre le traitement qu'il leur faut ou interrompre leur traitement. D'autres encore ne vont auprès des centres de santé que lorsque les effets indésirables du diabète, comme les accidents vasculaires cérébraux ou AVC, se manifestent. Pour un diabétique, les frais de soins peuvent s'élever jusqu'à 3 millions d'ariars, ce qui n'est pas à la portée de tout un chacun. De ce fait, d'après les informations, des mesures ont déjà été prises avec le ministère de la Santé publique afin justement de faciliter l'accès à la médicamentation pour traiter le diabète, à savoir l'accès à l'insuline. Les questions sur l'allègement fiscal des diabétiques, quant à elles, sont encore à revoir. À la suite, une coopération entre la commune et le gouvernement japonais, Ankaraubatu a été dotée d'un nouveau lycée. Cette coopération entre Madagascar et le Japon s'inscrit dans le cadre de la réalisation du Vilran numéro 4 sur l'éducation. Un reportage sur les images d'Anzara Zonarville. La commune d'Ankaraubatu dispose de 5 EPP et d'un CEG. Il n'y existe cependant aucun lycée, ce qui oblige les élèves à parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre le lycée de Manjmin ou encore à la capitale s'ils veulent poursuivre leurs études après le BEPC. La commune a ainsi procédé à la construction d'un lycée à Ankaraubatu. Une initiative louée par la ministre de l'Éducation nationale, étant donné que la réalisation de telles infrastructures est l'aboutissement de la solidarité commune dans l'accomplissement du Vilran numéro 4, a-t-elle expliqué. Vous voyez, comme on a constaté aujourd'hui, on a pu construire donc, le 6 salles de classe. Donc, il a bien travaillé pendant 9 mois. Comme il a raconté, il a eu beaucoup de difficultés dans cette période plutôt difficile. Mais on a pu réaliser ce grand le lycée. Nous sommes très fiers et ravis de voir ça. Donc j'étais en train de dire, donc nous avons mobilisé le programme de micro-projet depuis une trentaine d'années. On a déjà exécuté 200 de projets, mais dans les secteurs éducation, c'est de priorité. Les travaux ont duré 9 mois et le financement du Japon s'est élevé à 72 000 €, c'est-à-dire près de 315,5 millions d'ariars.
La construction d'infrastructures publiques et l'appui de projets comme celui-ci fait effectivement partie des plans d'action du Japon. Comme à Karaobatu, plus de 80 établissements scolaires sont construits partout à Madagascar. Les habitants de Marwantsech ont accueilli le vice-président du Sénat, Eric Bessou, après sa nomination comme sénateur de Madagascar et membre du bureau permanent du Sénat. Ce poste est un atout pour le développement de la région, d'après les propos de ces derniers, afin que ce développement puisse réellement se faire sentir au niveau des collectivités territoriales. Reportage. Une nouvelle page se tourne pour Marwantsech et Analandsroof, d'après le vice-président du Sénat, Eric Bessou, lors de sa première rencontre avec les habitants de Marwantsech depuis sa nomination à ce poste. Ce dernier a affirmé qu'il se battra particulièrement pour les développements et pour l'intérêt de la région Analandsroof et ceux des régions de la partie ouest, notamment Antsranan, Madzang et Thomassen. Marwantsech qui accuse des retards en termes de développement et d'infrastructures. En effet, la plupart des infrastructures sociales sont déjà en mauvais état. Le mauvais état des routes vers les districts explique ce retard. Les habitants de Marwantsech se disent fiers de la nomination d'Eric Bessou, originaire de Marwantsech, comme vice-président du Sénat par le président de la République André Rajoelina et attendent beaucoup de ce dernier pour la résolution des problèmes auxquels ils font face dans le cadre de développement de la région. La fête indienne d'Ivali a été célébrée hier 4 novembre. Les ressortissants indiens résidant à Madagascar n'ont pas manqué cette célébration. Une cérémonie officielle y afférente s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde à Nalamains, en présence des autres personnalités étatiques, conduites par le président du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale, quelques membres du gouvernement et des corps diplomatiques. Diwali est une fête très populaire en Inde. C'est celle des Lumières, à l'occasion de laquelle on s'offre des cadeaux et tire des feux d'artifice. Les festivités durent 5 jours, dont le troisième, le plus important, appelé Bari Diwali, est consacré à la déesse Lakshmi, les 4 autres étant associés à différentes légendes et traditions. Lors de son allocution, le président du Sénat a souhaité un Diwali plein d'espoir et de prospérité. Écoutons l'extrait de son discours. Le monde traverse des périodes difficiles. Nous venons de vivre très gravement la pandémie de Covid-19 et beaucoup de pays ne s'en sortent pas encore. Actuellement, le monde entier constate avec le dérèglement climatique que vraiment la planète tout entière est menacée. Plus particulièrement, et c'est connu maintenant à travers cette réunion du COP26, Madagascar est l'un des pays les plus touchés parce que dans le sud, il y a des cas de famine. Et même sur les hauts plateaux, comme vous le constatez, les rizières sont asséchées et on n'a même pas de l'eau pour faire le semis de riz sur les hauts plateaux. Nous espérons que cette fête de la lumière, dans cette période sombre de notre vie, cette fête de la lumière puisse nous apporter vraiment beaucoup d'espoir, puisse nous apporter la pluie et puisse nous apporter également une prospérité pour le peuple indien et le peuple malgache qui sont des peuples amis. À présent, concernant les actualités internationales, l'Organisation mondiale de la santé ou OMS s'est alarmée jeudi de la nouvelle aggravation de la pandémie de Covid-19 en Europe. Cette 4e vague massive sur le continent européen frappe tout particulièrement l'Allemagne qui a battu jeudi 4 novembre son précédent record de contamination quotidienne datant de décembre 2020 avec 33 949 nouveaux cas en 24 heures. France 24. C'est une petite lueur d'espoir au milieu d'un ciel assombri. Le Royaume-Uni vient d'autoriser le premier comprimé anti-Covid. Ce médicament, à prendre après un test positif, réduirait de moitié le risque d'hospitalisation. Mais si la science progresse, la situation sanitaire de l'Europe, elle, prend une tournure inquiétante. Les taux d'hospitalisation dus au Covid-19 ont plus que doublé en une semaine sur la base des dernières données européennes. Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février de l'année prochaine.
L'OMS affirme que le taux moyen de vaccination complète en Europe est de 47%. Certains pays dépassent les 70% de leur population avec un chemin vaccinal complet, mais 2 n'atteignent même pas les 10%. L'Europe centrale et celle de l'Est sont les plus touchées par de forts taux d'admission. Et l'Allemagne fait partie des mauvais élèves avec un nombre record d'infections. Alors, pourquoi l'Europe et l'Asie centrale ont-elles connu une flambée des cas pendant 4 semaines consécutives? Il y a 2 raisons. Premièrement, une couverture vaccinale insuffisante et deuxièmement, l'assouplissement des mesures de santé publique et sociale. Nous voyons dans des pays comme l'Italie, et je l'ai expérimenté moi-même pendant le G20 à Rome, mon certificat de vaccination a été plus contrôlé en une journée à Rome qu'en 4 semaines en Allemagne. Donc je pense que nous devons faire plus. C'est pourquoi je lance un appel à ce sujet. Selon l'OMS, si 95% de la population européenne portait systématiquement le masque, jusqu'à 188 000 vies pourraient être sauvées d'ici le 1er février. Deux trafiquants de drogue présumés ont été tués jeudi 4 novembre lors d'une fusillade entre bandes rivales sur une plage près de Cancún, au lieu de tourisme sur le côte Caraïbe du Mexique. C'est la deuxième fois en moins de 15 jours qu'un lieu touristique mexicain est frappé par la violence attribuée au narcotrafic. Toujours un reportage de France 24. C'est dans ce cadre idyllique, sur une plage près de Cancún, que la fusillade a éclaté. Très vite, la police arrive sur les lieux, sécurise le périmètre et tous les touristes des hôtels environnants sont invités à se mettre à l'abri. Impossible de sortir des bâtiments. Nous sommes tous en sécurité en ce moment. Je vous demande simplement de garder le silence. Dès que nous aurons plus d'informations, nous ferons une annonce ici, dans cette salle. D'accord ? Merci. À l'extérieur, 2 corps sans vie sont retrouvés, 2 trafiquants de drogue. Selon ce communiqué du parquet, il s'agit d'une confrontation entre bandes rivales. C'est la deuxième fois en moins de 15 jours. Le 21 octobre dernier, dans la station balnéaire de Tulum, 2 jeunes touristes étrangères, une Allemande et une Indienne, avaient elles aussi été tuées, victimes collatérales d'une fusillade entre groupes rivaux de narcotrafiquants. Des violences qui pourraient, à force, peser sur l'économie du pays. Car le Mexique, qui fait partie des 10 destinations les plus touristiques au monde, s'enfonce un peu plus chaque année dans la criminalité. Plus de 36 000 homicides recensés en 2020, malgré la pandémie. La plupart liés à des règlements de compte entre bandes rivales. Au Mali, le lac Faguibine a été peu à peu recouvert par le sable. Un drame pour les habitants dans cette région aride en cause le réchauffement climatique et les activités humaines. Reportage. Aux portes du village de Bilal Bankor au Mali, ces dunes ont été fixées pour ralentir l'avancée du désert. Mais inexorablement, le sable a recouvert ce qui était auparavant un lac, le Faguibine, et bouleversé la vie des habitants. Tous les pêcheurs et la plupart des agriculteurs ont dû cesser leur activité. Pour survivre, cette femme vend du bois qu'elle récolte sur les quelques arbres encore debout. Certains cultivateurs sont reconvertis dans l'élevage, mais doivent parcourir de longs kilomètres dans le désert pour atteindre un point d'eau et abreuver leurs bêtes. Dans cet autre village de la région, la moitié des habitants ont pris la route de l'exode. Depuis que le lac a tari, un gaz brûlant s'échappe du sol et rend la terre incultivable. D'abord, c'était notre lac où nous cultivons. Avec la sécheresse aujourd'hui, c'était devenu une forêt. Après la forêt, c'est le gaz. Ce gaz-là est venu ronger tout ce qu'on a comme arbre ici. L'érosion des sols, les vents violents et l'avancée du sable ont rendu inaccessible l'une des rares écoles autour du lac. Les 400 élèves de l'établissement sont désormais livrés à eux-mêmes. 400 élèves, cela veut dire toute une génération perdue. Une génération préparée pour l'exode. Le Mali fait partie des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique. Ici, en Afrique de l'Ouest, les températures devraient augmenter en moyenne de 3,3 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle.
C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Passez une excellente soirée sur Viva.